Merci beaucoup. Je vais parler aujourd'hui d'une expérience que moi j'ai eue pour transformer un monolithe, en fait un gros site Drupal 7 à l'époque, qui était réellement une collection de plusieurs fonctionnalités en microservices. C'est un modèle qui ne fonctionne pas pour tous les projets, mais pour nous a fonctionné très bien pour pouvoir migrer en douceur vers Drupal 8 et ensuite 9 et maintenant Drupal 10. Donc, au début, bon. Aide technique, s'il vous plaît. Simon, aide technique, là. Ben, je sais pas, comment je passe au prochain... Ah, c'est pas Drupal, ça. Moi, si c'est pas Drupal, je comprends rien. Alors, slideshow. Ah, parfait. T'as tout vendu le punch, là. Donc, au début, un monolithe, c'est pas si impressionnant que ça. On commence, notre site est assez petit. On a Drupal, quelques modules. Très rapidement, on passe, en fait, après quelques sprints, à un système où on a, bon, encore une fois, une certaine complexité, des tas de modules, un peu de code custom, Drupal, mais c'est toujours fonctionnel. Mais très souvent, après plusieurs années, on a de l'entropie qui s'installe. Donc, ça, c'est le schéma du site sur lequel moi-même je suis en train de travailler maintenant. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a des équipes qui changent, des développeurs qui arrivent, qui ont différentes façons de faire. On a différents gestionnaires qui ont différentes priorités. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu difficile à migrer. Donc, ça, c'est l'exemple, en fait, dans ce schéma-là. C'est un projet sur lequel je travaille qui a l'air bien beau vu du public, mais qui, en arrière, est assez complexe. Donc, on a quelques fonctionnalités qui ont été mises à travers les années. Donc, les événements, gestion d'événements, gestion de formulaires, des paiements, le temps d'attente à l'urgence en temps réel. Donc, c'est un hôpital, alors il faut que le temps d'attente soit vraiment en temps réel. Il n'y a pas beaucoup de caching qui se passe là. Des alertes aussi en temps réel, au cas où s'il y a une fermeture d'hôpital, il faut que ça soit connu très rapidement. Prise de rendez-vous, et une série d'autres fonctionnalités, toutes dans le même code. Donc, les problèmes de ce modèle-là du monolithe, en fait, c'est que si on veut avoir un développeur qui travaille sur une seule partie du code, donc souvent, ils ont besoin d'avoir accès à tout le code au complet et souvent de cloner la base de données complète, ce qui peut être assez complexe pour un petit problème. S'il y a ce qui nous est arrivé, en fait, un problème de performance qui a affecté un sous-système, dans notre cas relié aux événements, ça a affecté, en fait, le projet au complet. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un développeur qui a fait une erreur dans le code et puis des images reliées à des événements, Eventbrite, étaient importées chaque jour, même s'ils existaient déjà. Personne ne s'en est rendu compte et puis ça a fait monter finalement l'utilisation du serveur à 100%, ce qui a fait tomber le site. Donc, sécurité aussi, s'il y a un problème dans un sous-système, ça peut être problématique pour le système au complet. Et c'est très dur de migrer un monolithe comme ça vers Drupal 10 ou autre. Donc, une solution possible, c'est les microservices. Encore une fois, pas une solution applicable à tous les projets en tout temps, mais dans ce cas-ci, ça a fonctionné très bien. On a retiré plusieurs sous-systèmes du monolithe pour mieux migrer un à la fois, et puis ensuite pouvoir migrer le monolithe lui-même, qui était rendu assez petit à ce moment-là. Donc, quand est-ce qu'on passe aux microservices? Donc, quand on commence un projet, souvent, le code est très simple, donc il y a peu de fonctionnalités, il y a peu de raisons de commencer tout de suite avec une architecture de microservices. Donc, c'est peut-être pas nécessairement le moment, et c'est dur de vendre ça à l'équipe, parce que ça coûte quand même cher. En cours de développement normal, donc durant les sprints, encore une fois, c'est dur de vendre l'avantage de changer d'architecture quand tout va relativement bien. L'équipe va rarement vouloir changer d'architecture. Donc, le moment pour faire ça, c'est pendant une migration. C'est le moment parfait pour passer aux microservices, dans notre cas à nous, en tout cas. Donc, comment le faire? Réponse, une bouchée à la fois. Alors, donc, au début,
Notre site ressemble un petit peu à ça. C'est un peu intimidant, un peu difficile à migrer. On ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a retiré une fonction à la fois. Et puis, on a créé un API pour l'associer à notre site principal. Donc, on a commencé par exemple, les fonctions d'achat. On l'a retiré complètement de notre site principal. On a fait un sous-système. Ensuite, on a enlevé tous les formulaires parce que les gestionnaires d'hôpitaux devaient avoir la capacité de créer des nouveaux formulaires et de récolter des soumissions. On a enlevé ça, on a mis ça sur un autre site complètement avec Webform. Et puis, on a fait un middleware pour passer l'information d'Eventbrite à notre site principal, rendant encore une fois notre site principal encore plus simple et moins intimidant. Et on a fait la même chose avec une série d'autres sous-systèmes, comme par exemple la gestion d'alertes, etc. Donc, ce qui est intéressant en faisant ça, c'est qu'on n'est pas obligé de tout passer vers la dernière version de Drupal tout de suite, et même on n'est pas obligé de passer à Drupal du tout si on considère qu'un des services peut bénéficier d'un autre système. Donc dans ce cas-ci, la gestion d'alerte est faite sur Node. On a mis tous nos microservices en Drupal 10, mais le site principal reste en Drupal 9 et sera migré éventuellement. Donc y aller par étapes comme ça, pour nous, ça a été beaucoup moins anxiogène. Donc, les avantages des microservices, donc un développeur peut travailler uniquement sur le service auquel il est assigné, par exemple, uniquement les alertes. Donc, il peut cloner son code très rapidement, avoir accès à uniquement ce qu'il a besoin. Chaque service a sa technologie appropriée, donc c'est pas toujours Drupal, ça peut être n'importe quoi. Et le fait de migrer un service à la fois, comme je disais, donc il y a beaucoup moins de risques associés et beaucoup moins de stress pour l'équipe. Pour bien réussir le passage au microservice, en tout cas dans notre cas à nous, quelques aspects extrêmement intéressants, ou importants d'ailleurs, qui sont l'automatisation du déploiement. Parce que si on se retrouve si on a un site puis il y a 3 ou 4 étapes pour le déploiement, ça va. Par contre, si on a 10 ou 15 services, microservices, le déploiement doit se faire de façon automatisée. Sinon, la complexité qu'on gagne, la simplicité qu'on gagne avec l'architecture, on la perd au niveau du déploiement. Donc, l'automatisation du déploiement avec les tests automatisés, etc. Les environnements de développement doivent être extrêmement simples aussi pour les développeurs parce qu'ils ne vont pas développer sur un seul site qu'ils connaissent bien, ils vont développer sur plusieurs sites potentiellement. Donc, ça doit être bien documenté et standardisé. Et finalement, une authentification transparente, donc c'est-à-dire s'il y a 10 ou 15 sites avec différentes technologies, bien, ça va être important pour l'utilisateur ou le gestionnaire de site de pouvoir se connecter, par exemple, à Drupal ou LDAP ou autre, et puis pouvoir accéder à tous ces sites. Donc, c'est les trois aspects que nous, on a trouvé en fait essentiels pour que le passage se fasse avec succès. Et voilà, donc ça termine ma présentation. En conclusion, ça a été un succès pour nous, donc j'espère que ça va pouvoir en inspirer certains. Est-ce qu'il y a des questions en anglais, in English or French? On a-tu le temps? We have time for it. OK. Cool. Oui. Dans l'exemple que tu nous as donné, certains des microservices avaient le petit logo Drupal. Est-ce que le microservice était lui-même une installation Drupal complète Oui. avec son propre bootstrap? Dans notre cas, nous, oui, il était hosté séparément, puis il faisait... puis tout. Exactement. Pour nous, c'était ce qui semblait être le plus logique, parce qu'on avait une équipe de développement Drupal, des gens qui connaissaient bien Drupal, donc on s'est dit, peut-être dans l'absolu, c'est pas la meilleure technologie, mais dans notre cas, pour notre équipe, c'était ce qui a été décidé. Pas d'autres questions? Ici? Au niveau front-end, ça s'est orchestré comment tout ça? Dans le fond, c'était comme un principe web dans le fond qui lisait chacun de ces... Oui, c'est une bonne question. En fait, dans notre cas, ce qu'on a décidé de faire, c'était déjà découplé. En fait, on avait un front-end séparé. Et puis, quand on pouvait, en fait, c'était le front-end qui communiquait directement avec les différents services. Plutôt que de passer par le back-end, on a trouvé que c'était plus logique de faire comme ça, parce que toute l'information, à peu près, était de l'information qui était anonyme. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir
d'authentification. Donc, tout passait par le furteur du client, en fait, le front-end. Merci. Merci beaucoup.